Donc, bonsoir, nous reprenons nos travaux et nous recevons la représentante de Costco, Madame André Briand. Vous avez un maximum de 10 minutes, Madame Briand, pour nous faire part de votre exposé. Par la suite, suivra un échange avec les membres de la Commission. Je vous souhaite la bienvenue à l'Assemblée nationale et je vous cède la parole. Merci. Madame la Présidente, membres de la Commission, merci de nous recevoir. Nous sommes heureux de pouvoir vous expliquer aujourd'hui pourquoi nous entendons nous opposer au projet de réglementation du prix du livre. Je tenterai dans les prochaines minutes de faire valoir le bien fondé de notre position à partir de notre expérience. Mais avant, nous tenons à préciser que nous reconnaissons le rôle primordial des libraires, tout comme celui des bibliothécaires. Nous sommes bien conscients que le livre occupe une place de premier plan dans l'expression de la culture québécoise et de son rayonnement. De notre côté, nous n'avons pas la prétention de jouer un rôle aussi important, mais nous croyons que Costco contribue à sa façon à la promotion de la lecture, même si son champ d'action est limité. Depuis leur implantation dans les années 90, on ne cesse de blâmer les grandes surfaces pour leur politique de prix coupé, qui serait responsable, dit-on, de l'érosion du secteur de la librairie indépendante. On a abondamment référé devant cette commission au comité Larose qui, à l'époque, rappelons-le, mettait en cause directe les rabais pratiqués par les grandes surfaces pour expliquer la disparition progressive des librairies indépendantes. Le problème, c'est qu'aucune donnée ne venait soutenir cette assertion. Dans cette foulée, un débat sur l'instauration d'un prix unique du livre avait alors fait couler beaucoup d'encre au Québec, sans toutefois réussir à dégager un consensus. Voilà qu'en 2011, l'annonce de l'arrivée de Target au Québec a relevé à nouveau cette idée d'instaurer un prix unique dans le but de freiner les grandes surfaces. On nous reproche encore aujourd'hui de ne tenir que les best-sellers à prix soldé, privant ainsi les librairies d'une partie des ventes les plus faciles et de réduire leurs marges bénéficiaires. Continuer à affirmer pareille chose et à tirer à boulet rouge sur les grandes surfaces, c'est faire fi de la réalité et mal connaître le comportement des consommateurs. En visant essentiellement les grandes surfaces, les tenants du prix unique du livre ignorent une multitude de facteurs déterminants qui ont contribué davantage au cours des 15 dernières années à fragiliser les librairies indépendantes. Le ralentissement de l'économie, plus particulièrement dans le secteur du détail, l'évolution des habitudes de consommation, l'essor du numérique, évidemment les ventes en ligne, qui sont probablement les facteurs plus importants. Avant de poursuivre, puisqu'on nous confond trop souvent avec nos concurrents, j'aimerais vous expliquer brièvement qui nous sommes et quel est notre modèle d'affaires. D'abord, Costco est une chaîne de distribution établie au Québec depuis près de 30 ans. Nous fonctionnons comme un club entrepôt avec une adhésion annuelle de 55 $ et une carte exécutive à 110 $. En contrepartie, nous nous engageons auprès de nos membres à prendre une marge de profit maximale de 14 % sur l'ensemble de ce que nous vendons dans l'entrepôt. Deuxième principe, Costco n'offre qu'une sélection limitée de produits, environ 3 500 articles choisis pour leur qualité, alors que nos concurrents en proposent plus de 40 000. Cette sélection s'exerce dans tous les secteurs chez Costco, y compris celui du livre. Mais la plus grande différence avec nos concurrents, c'est le fort taux d'achalandage que nous avons. Nous misons sur le volume pour générer nos profits. Une étude réalisée par l'Association des libraires du Québec affirmait à tort que nous vendons nos livres à perte. Véhiculer une telle fausseté, c'est encore une fois mal connaître le commerce du détail. Nous ne vendons aucun livre en bas du prix coûtant. Enfin, Costco est un employeur responsable. Nous offrons des emplois de qualité assortis de conditions enviées dans tout le secteur du commerce du détail. À titre d'exemple, un caissier, une caissière chez nous gagne 55 000 $ après 50 services. Plus, ont des avantages généreux au point de vue des des avantages sociaux généreux. Nous avons l'un des plus bas taux de roulement de personnel de l'industrie.
En ce qui a trait plus spécifiquement à notre secteur livre, notre politique est très simple. Les prix des livres chez Costco sont indiqués uniquement sur les lieux de vente. Nous ne faisons aucune promotion ou publicité pour notre section livres auprès du public, ce qui évite de concurrencer directement les libraires. Ce modèle d'affaires est très apprécié de nos membres qui renouvellent à 91% leur adhésion. Je pense qu'on peut parler d'un grand degré de satisfaction. En bref, Costco au Québec, c'est 5 700 emplois, 19 entrepôts, un centre de distribution, c'est plus de 25 000 transactions par semaine par entrepôt, soit 475 000 transactions hebdomadaires. C'est aussi 1 200 000 membres, soit plus de 3 personnes sur 4 parmi la population active au Québec. Revenons au vif du sujet de notre secteur du livre. Costco fait affaire avec 3 grands distributeurs qui contrôlent pratiquement tout le marché du Québec, ce qui nous fait dire que la distribution du livre au Québec est en situation de quasi-monopole. Tous les distributeurs accordent un même rabais fixe de 30% aux grandes surfaces et de 40% aux librairies. Et ce, peu importe les quantités commandées, donc pas de rabais volume, contrairement à tout ce qui existe dans le commerce. C'est unique. Ces distributeurs décident également de la disponibilité des produits et du nombre d'exemplaires qui sera attribué. Ainsi, en 2012, 94% de nos ventes de livres étaient générées par ces distributeurs et les éditeurs du Québec. Enfin, la majorité des éditeurs québécois nous contactent et nous demandent de certifier notre engagement d'achat avant d'aller en impression d'un livre à gros ou à moyen tirage. Parlons maintenant de nos membres qui achètent des livres. Nous avons demandé à la firme indépendante Léger Marketing de préciser le profil des acheteurs de livres chez Costco au Québec. Essentiellement, l'étude révèle que près des 2/3 de nos membres qui achètent des livres font d'abord et avant tout des achats spontanés et les achats sont occasionnels dans les 3/4 des cas. Pour près de 75% de nos membres qui achètent des livres, le prix est le facteur déterminant. Et ces membres, dans une même proportion, disent qu'ils continueraient d'acheter chez nous si une politique de prix unique sur les livres devait être imposée. En résumé, une forte proportion de nos membres effectuent des achats non planifiés et de façon occasionnelle. Conséquemment, une grande partie de ces achats ne se ferait pas autrement puisqu'ils sont spontanés. Et comme les prix seraient identiques partout, il n'y aurait aucun avantage à acheter ailleurs. À prix égal, pourquoi se déplacer si le produit est déjà sur place? Croire qu'une augmentation des prix due à une fixation d'un prix unique puisse déplacer les consommateurs des grandes surfaces vers les librairies est une pure vue de l'esprit. L'effet de cette réglementation sur les intentions d'achat serait donc minime pour Costco. Compte tenu de ces résultats, nous croyons que non seulement l'instauration d'un prix unique raterait en grande partie sa cible, mais que cette mesure viendrait accentuer le mouvement des consommateurs vers le numérique et les achats en ligne, ou encore les inciter à acheter à moindre coût une version originale anglaise. En conclusion, nous estimons qu'il n'existe pas de données probantes motivant l'adoption d'un prix unique. Même en France, cette réglementation n'a pu freiner une baisse des achats de livres au cours des dernières années. En somme, l'expérience du prix unique du livre est loin d'être concluante. Nous croyons aussi qu'il n'y a pas de consensus pour l'adoption d'une telle politique de fixation de prix, contrairement à ce qui est véhiculé par la coalition Nos livres à juste prix, menée par l'ADELPH. Ai-je besoin de vous rappeler que cette coalition exclut les gros joueurs de l'industrie et les consommateurs? Nous sommes d'avis que cette mesure n'aura pas d'impact auprès des consommateurs en ce qui a trait au commerce en ligne et au numérique, qui ne cessent de gagner en popularité. Les fermetures graduelles des clubs vidéo, des magasins de disques en sont de malheureux exemples. Enfin, nous estimons que cette mesure va à l'encontre de toute tendance et ne répond en rien aux véritables défis auxquels le secteur du livre est confronté. Nous sommes convaincus qu'il y aura moins d'achats et que cette mesure va accélérer davantage une réduction du volume total des ventes du livre au Québec et qu'en bout de piste, c'est toute l'industrie du livre qui en pâtira.
Costco invite donc les membres de la Commission à tenir compte davantage des intérêts des lecteurs et des consommateurs. Merci. Merci beaucoup, Madame Briand. Nous allons débuter les échanges. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame Briand, bonsoir. Merci d'être là et merci pour votre contribution à cette étude. Quel est le volume de littérature québécoise chez Costco en pourcentage? En pourcentage des ventes, Oui. disons, ça se situe à environ à 1% des ventes totales de la compagnie, un peu moins. OK. Je parle des livres en français, bien sûr. Oui, oui, c'est ça. À la page 5 de votre mémoire, et vous l'avez rappelé tout à l'heure dans votre exposé, je reprends littéralement. La majorité des éditeurs québécois nous contactent et nous demandent de certifier notre engagement d'achat avant d'imprimer un livre à gros ou à moyen tirage. Est-ce que vous pouvez élaborer? Oui, tout à fait. C'est une pratique courante. Habituellement, on est contacté et sur un titre en particulier, on va nous demander quelle sera notre intention d'achat pour ce livre, un livre en particulier. Alors, parfois, ça peut jouer entre 1000 copies, mais parfois, dépendant du sujet, ça peut se chiffrer dans beaucoup plus. Alors, ils nous demandent toujours quelle sera notre intention d'achat selon les titres présentés, avant d'aller en impression. Parce qu'on représente quand même un client, on est quand même un client important, là. Est-ce que c'est dans cette phase-là que se discutent les remises et les surremises? Ça fait partie des conditions d'achat. C'est sûr que pour nous, sur un best-seller, nous avons que 30% de rabais. Les librairies ont 40, mais ça a toujours été dans les derniers 25 ans que je suis avec la compagnie Costco. Ça a toujours été comme ça. OK. Mais il n'y a jamais de négociation pour diminuer. Mais oui. je veux dire, comme tout bon acheteur, je crois qu'on se doit de demander. Ça ne serait pas faire notre boulot. Mais ça a toujours été très strict. OK. Dans la perspective où les diffuseurs ne sacrifieraient pas un pourcentage relativement important, malgré tout, quelle serait votre disposition relativement à une entente dans la perspective d'un achat? Mais la grande tristesse, pour revenir à un point qui est clé, c'est toute augmentation des prix. Au bout de la ligne, ça va tout simplement se traduire à une perte des ventes. Ça, c'est sûr et certain. Je veux dire, les livres aussi vont devenir inaccessibles. Pour une famille, c'est important. Nous, on est seulement une première lecture. On est des achats, les gens passent chez nous, ils achètent un livre d'une façon occasionnelle. Mais dès que vous augmentez les prix, ça va faire tout simplement chuter le volume d'achat. Alors, nous, on va reprendre une position d'achat plus faible qu'on le fait en ce moment, c'est sûr et certain. Mais quand vous dites cela, est-ce que vous vous référez à une observation tangible à laquelle on peut se pencher? Oui, tout à fait. Mes confrères américains dans le secteur du livre, dans les derniers 5 ans, ont perdu 27% dans le best-seller. Alors, c'est quoi? C'est très important. L'augmentation du prix? Bien, pas l'augmentation du prix, mais le transfert. Imaginez, juste le transfert de technologie a provoqué ça. Imaginez si en plus il y avait une augmentation de prix. Ce serait tout à fait désastreux. Pas seulement pour Costco, pas seulement pour nous, pour les petits libraires, pour tout le monde. C'est toute l'industrie du livre qui va en souffrir. C'est pas seulement nous. OK.
Donc, si je vais jusqu'au bout de la logique, dans l'hypothèse où il y aurait une réglementation sur un prix plancher pour le livre neuf, vous anticipez une baisse des ventes et Tout donc à fait. un désistement de l'intérêt du consommateur aussi. Tout à fait. Est-ce que C'est les... pas en augmentant les prix habituellement qu'on fait plus de ventes. Ça n'a jamais été gagnant. Ok. Est-ce que vous disposez d'une étude du comportement de votre clientèle relativement au livre? Est-ce que ce sont des fanatiques du livre ou ce sont des lecteurs occasionnels? Nous avons fait une étude cet été avec Léger Marketing et puis vraiment notre clientèle, nos membres, ce sont des acheteurs occasionnels de passage. Je ne crois pas que personne inscrit à sa liste d'épicerie livre Costco. Je pense pas. C'est tout simplement un intérêt lorsqu'ils font ils passent devant les livres. Si un sujet les intéresse, ils s'arrêtent, mais on n'a pas la prétention d'être un libraire ou des libraires où nous ne sommes pas une librairie. Ok. Vous êtes bien consciente de la situation du réseau de nos librairies indépendantes Tout à fait. et de ce qui arrive depuis un certain nombre d'années. C'est quasiment une hécatombe. Si nous sommes ici réunis aujourd'hui, c'est dans la perspective de trouver des solutions. Et l'une des pistes de solutions suggérées, c'est la réglementation du prix unique sur le livre neuf. Au-delà de cette proposition, en tant que personne sensible à cette situation périlleuse, si vous aviez des suggestions constructives, structurantes, quelles seraient-elles? Écoutez, Costco n'a pas la prétention de pouvoir donner au gouvernement d'apporter des solutions. Ce que nous, on s'aperçoit, il va falloir répondre aux consommateurs d'une façon différente. Les gens changent, les tendances changent. L'électronique fait partie de notre vie d'une façon bien différente qu'il y a 10 ans. Alors, tout l'essor du numérique, ça fait en fait qu'il faut se tourner sur d'autres méthodes. Alors, j'ai pas de réponse clé à vous donner ce soir, mais je crois que ce ne sera pas en augmentant les prix qu'on va réussir à soutenir toute l'industrie du livre. Parce que voyez-vous, on n'est pas un camp qui s'oppose à l'autre. Nécessairement, c'est un bien collectif qu'on essaie de sauvegarder. C'est la raison pour laquelle je vous tendais la main pour une contribution bénévole. Mais je laisserai le temps qui reste à mes collègues. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député de Bonaventure. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Madame. Vous avez dit tout à l'heure que le transfert des technologies, vous avez allumé mon interrogation, le transfert des technologies allait amener une baisse de vente aux États-Unis. Bien, pas Qu'est-ce que vous juste voulez dire par ça? C'est tout simplement le livre en tant que tel, le livre papier dans les entrepôts américains pour Costco. Disons qu'on a perdu 27 de ventes. Alors, ces ventes-là sont allées vers le numérique, vers les ventes en ligne. Je suis sûre que les gens lisent autant, mais d'une façon différente. OK, donc c'est le transfert C'est des transferts vers la numérique. technologie numérique. Okay. J'ai une autre question. Tout à l'heure, vous avez mentionné une enquête que vous avez faite chez vous, où vous dites que 75% des gens disent que c'est le coût du livre qui est le déterminant principal de l'achat. L'autre 25%, qu'est-ce qui détermine sa volonté d'acheter un bouquin chez vous? Ceux qui ont répondu ont dit que vraiment 75% surtout achetaient des livres. C'est pas tout le monde qui achète des livres chez nous. Nous sommes pas on n'a pas la catégorie grand lecteur chez nous. C'est vraiment des achats occasionnels. Alors, on n'a pas la prétention d'être une librairie, là. Alors, c'est vraiment comme un service qui est très apprécié des membres. Et puis, c'est pas tout le monde qui achète ses livres chez Costco. Il y en a qui vont en librairie, et puis
puis c'est parfait comme ça. Puis il faut se supporter, se tenir dans ce débat, tout à fait. Mais l'autre 25 quel est le déterminant? Est-ce qu'il y a d'autres facettes que... Dans votre enquête, est-ce qu'il y avait d'autres... Bon, par rapport au prix, il y avait d'autres éléments qui devaient être... Non, tout simplement qu'ils préféraient surtout magasiner. Ce qu'on a trouvé, c'est qu'ils aimaient magasiner dans les librairies bannières, là, comme les Archambault, Renaud-Bré. C'était ce que les autres 25 nous ont dit. Merci beaucoup, madame. Ça fait plaisir. Merci. Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Madame Brien. Vous avez mentionné tantôt, vous avez fait une comparaison avec la baisse de vente de livres aux États-Unis, mais j'aimerais savoir, depuis l'entrée en vigueur du prix du livre au Mexique, je voudrais savoir si vous avez des chiffres ou des données par rapport à chez vous, si ça a eu un effet direct sur vos ventes pour le Mexique. Pour le Mexique, je suis désolée, mais j'ai pas relevé leur chiffre d'affaires au Mexique. Je veux dire, on vend autant de livres au Mexique qu'en Angleterre, mais j'ai pas les données exactes du marché. De ces Nous dire si ça a eu un impact sur le prix du livre ou sur... Écoutez, si on regarde toutes les études, les pays qui ont des prix uniques versus d'autres pays qui sont plus, disons, libres, si on peut dire, les deux, il n'y a pas de consensus. Il n'y en a pas un endroit où on dit que c'est formidable d'un côté ou de l'autre. Alors, je ne pourrais pas vous répondre pour le Mexique. Merci. Oui, vous avez encore du temps, monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Moi, j'aurais une autre question. Vous dites reconnaître la part des librairies à la biodiversité. Mon collègue a posé la question, M. le ministre a posé la question tantôt, mais comme société, pour sauvegarder la biodiversité au niveau du livre, qu'est-ce qu'il faudra faire, selon vous? Écoutez, nous, Costco, on est un petit joueur. On tient 350 références en entrepôt. Alors, du tiers des livres qu'on peut qualifier de best-sellers, les autres livres, c'est des livres pratiques, des livres-jeux, des livres pour enfants. Alors, nous participons, je crois, à la culture, mais d'une façon quand même assez limitée. Alors, apporter aujourd'hui je crois qu'il faut faire attention, il faut regarder tout ce qui se fait dans le transfert électronique. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder de très près. Mais comme je soutiens que c'est pas en augmentant le prix des livres, au contraire, ça va tout simplement déprimer l'ensemble de l'industrie. Puis je pense pas que c'est ça qu'on veut, personne. Même pour 6 mois ou 9 mois? Écoutez, ici, j'ai un livre sur les grillades, là, sur le barbecue. Pensez-vous que je vais l'acheter si 9 mois plus tard, on est rendu au mois de novembre? Tu sais, les gens se font plaisir chez nous. Ils se font plaisir. C'est comme, je passe, c'est le fun, ça m'intéresse. Ils le mettent dans leur panier. Ils ne sont pas partis de la maison en pensant d'acheter un livre chez nous. Alors, imaginez-vous si ils doivent attendre 9 mois pour se faire plaisir sur les grillades du barbecue parce que le livre est peut-être trop cher au moment qu'il paraît ou c'est pas dans leur bourse, là. Oui, il vous reste encore du temps, monsieur le député. J'ai une dernière question. Vous parlez souvent d'augmentation des prix, ça va faire en sorte qu'on va vendre moins de livres, mais on a plusieurs intervenants qui sont venus nous dire si on a une baisse de prix dans les grandes surfaces, ça l'a justement pour l'effet contraire, c'est d'augmenter les prix aux libraires. Alors, qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce genre d'argumentation-là? Excusez-moi, le fait d'augmenter les prix, de baisser les prix dans les grandes surfaces de 30 %, ce qui fait qu'à un moment donné, peut-être que celui qui est l'éditeur va être obligé d'augmenter ses prix. Alors, à ce moment-là, est-ce que l'impact sur le prix du livre, c'est l'augmentation? Non, écoutez, je parle pour Costco. Notre modèle d'affaires, c'est qu'on fait une marge de 14 % sur les produits, mais pas seulement sur les livres, sur l'ensemble de nos produits en entrepôt.
et 15% sur notre marque maison qui s'appelle Kirkland. C'est un modèle d'affaires. C'est pas qu'on s'est levé un matin puis on a décidé de prendre le livre comme un secteur. La même méthodologie est appliquée à travers l'entrepôt. Puis en bout de ligne, là, c'est le consommateur. C'est beau de dire qu'on va mettre un prix unique, mais c'est le consommateur qui va payer. Moi, j'ai 1 200 000 membres qui sont avant tout des consommateurs. Et c'est 1 million... Et puis, je peux vous garantir que les prix, c'est le facteur important. Je le vis tous les jours. Merci. Nous allons maintenant du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de l'Acadie, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Madame Brien. J'essaie de suivre un peu parce que vous semblez dire que vous dites on n'est pas des libraires. Vous dites, peut-être que je vous cite mal, mais vous avez dit en début de votre présentation, on va continuer même si une politique du prix unique est proposée. Donc, si une politique du prix unique est proposée, vous avez des acheteurs qui vont passer, rentrent dans le magasin, voient la primeur qui fait le buzz partout, qui est installée en pleine face en rentrant, prennent le livre, puis il y a quelqu'un précédemment qui est venu nous dire, ben, un fan, c'est comme un fanatique, puis lui, que le prix n'aura pas d'importance, il va prendre la dernière biographie de Mme Dion ou la dernière biographie de quelqu'un qui est très, très connu. Donc, moi, j'ai de la misère à comprendre que vous seriez perdant en ayant un prix unique. Écoutez, c'est un peu loufoque tout ça, dans le sens que si demain matin, il y avait une politique de prix unique, la chose que ça va faire pour Costco, c'est à la place de vendre à une marge bénéficiaire de maximum de 8 % dans le domaine du livre, je vais peut-être être à 22 %. Je vais me retrouver à faire plus d'argent. Oui. Mais vous devrez, dans ce cas, être tout à fait en accord avec l'idée d'un prix unique. Mais pourquoi? Les consommateurs, au bout de la ligne, là, c'est eux qui payent. À un moment donné, il n'y a personne qui vient parler de la personne qui passe à la caisse après faire son épicerie, que ce soit chez nous oui, ou mais chez vous dites que la personne qui arrive au magasin n'a pas dans sa tête d'acheter. Non, c'est... Mais elle va aller s'acheter des chaises de parterre, elle va aller s'acheter du guacamole, elle va aller s'acheter du rôti de porc, elle va aller s'acheter plein d'affaires qu'il y a dans le magasin parce qu'elle est partie avec sa liste. Mais elle va arriver devant un best-seller, puis elle va se dire, ben, ah, tiens, si je l'achetais. Donc, c'est pas... Autrement dit, ce que je veux vous dire, c'est que la personne ne quitte pas la maison avec sur sa liste, je vais acheter le dernière biographie de, je sais pas, Christine Saint-Pierre, mettons. Mais elle part avec sa liste, puis là, bon, elle voit, ça vient de sortir, puis elle l'achète. J'ai de la difficulté à comprendre que vous seriez perdant en ayant, s'il y avait une barrière, c'est-à-dire qui serait là pendant 3, 4 ou 5 mois. Parce que c'est dans les premières semaines là, que vraiment, quand un gros best-seller sort, c'est dans les premières semaines que tout se joue. Alors, si ça vient une barrière d'un mois ou 2 mois ou 3 mois, il me semble que, comme citoyen corporatif, puis étant... vous êtes en faveur des consommateurs, mais vous êtes en faveur aussi de la culture, puis des créateurs, puis il faut que les créateurs trouvent leur compte là-dedans. J'ai de la difficulté à suivre à quel point vous seriez perdant. Vous me parlez des consommateurs, mais moi, je parle de votre compagnie, votre business, là. Mais, écoutez, je le vis tous les jours, pas seulement dans le domaine du livre, dans toutes les catégories. Lorsqu'on augmente le prix... Vous voyez les gens, quand l'essence augmente de quelques sous, à l'annonce, les gens s'enlignent. On n'augmente pas le prix, c'est le prix qui est fixé au départ, avec peut-être une autorisation de faire un 10 % de rabais. C'est ce qui est quand même, si c'est sur un livre de 30 $, mais c'est quand même 3 $. Peut-être avec la possibilité de faire un 10 % de rabais. Donc,
vous n'êtes pas... Je ne suis pas perdante dans le sens que moins de gens vont acheter... moins de gens vont acheter des livres parce que si vous aviez un budget de temps pour un livre, peut-être en bas de 20 $, vous accordez ce plaisir-là. Puis au-dessus de 20 $, vous allez dire, bon, ben ce ne sera pas cette semaine, ça sera peut-être plus tard. Puis le plus tard devient peut-être jamais. C'est jamais, je veux dire, je suis dans le commerce du détail depuis plus de 30 ans. Puis je peux vous dire, je peux vous assurer qu'en augmentant les prix, parce qu'au bout de la ligne, c'est ça, ça ne fera pas augmenter les ventes. Mais je reviens... Vous allez... Ma collègue va avoir... vous me direz à quel moment... parce que ma Ça collègue va va avoir encore une du temps, question aussi. madame. Mais je reviens sur l'idée que c'est un achat compulsif. La personne arrive, elle n'a pas dans sa tête, à moins là, bon, que ce serait vraiment une idée fixe, d'acheter la dernière nouveauté. Donc, c'est un achat compulsif. Alors, le consommateur, s'il est sur un achat compulsif, il n'est pas allé vérifier chez Amazon ou ailleurs combien de livres se vend. Il sait qu'il est chez Costco, il est chez vous, qu'il y a des bons prix partout, puis que sur le plancher, il va trouver son compte dans l'ensemble du plancher. Quand il va sortir, il va y avoir trouvé son compte. Et vous dites, on n'est pas des libraires, mais savez-vous qu'il y a des gens qui c'est le travail, c'est la profession, puis eux vont vendre le petit livre de poésie que vous ne vendrez pas chez vous. Puis ils vont tenir la collection, une autre collection très rare, un livre de sciences politiques, un livre d'ethnologie que vous ne vendrez pas chez vous. Vous allez chercher la crème, puis vous laissez les autres être obligés de... Ils n'en vendent pas de canapé là, dans les librairies. Alors, c'est pour ça que j'essaie de pousser, en tant que citoyen corporatif, comprenez-vous que c'est un marché qui est fragile. Les librairies sont dans une situation précaire. Donc, dans ce cas, si vous nous dites que ce n'est pas la bonne solution, le prix équilibré, quelle serait la solution pour assurer la pérennité de ces librairies-là? Moi, je vais vous dire une chose. J'ai 350 références en entrepôt. Et puis, une des choses, c'est sûr, comme je vous dis, on n'a pas la prétention d'être des libraires. Mais si je donne le goût de la lecture à plusieurs personnes, ces gens-là vont peut-être prendre un livre un jour chez nous. Et puis, comme nous ne tenons pas le fond d'une collection, parce qu'en ce moment, au Québec, il y a beaucoup de séries avec plusieurs volumes, alors à ce moment-là, j'ai peut-être donné le goût à cette personne d'aller en librairie pour aller acheter les 4, 5 autres livres pour faire la collection ou terminer la lecture. Alors, je crois que je reviens que c'est pas la bonne solution. Il faut regarder les choses d'une façon différente. Le transfert électronique est important. Il faut faire attention parce que les consommateurs sont très, très frileux aux augmentations de prix. Puis ils vont le ressentir. Je vous en passe un papier. Merci. Collègue. Merci, Madame la députée de Bellechasse. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Brien. On a entendu beaucoup parler de grandes surfaces depuis Ben oui. le début de ces consultations sur la fixation du prix du livre. Merci d'être là. Moi, j'ai un petit peu de la difficulté à comprendre le rôle du distributeur. Et je voulais voir avec vous, parce que vous en avez glissé un petit mot tout à l'heure, vous avez, je pense, un 30 %. En tout cas, vous pourriez me le confirmer si j'ai bien entendu ce que vous avez dit. Comment ça fonctionne? Quel est le rôle du distributeur dans la capacité que vous avez aujourd'hui d'accorder, de consentir des rabais aussi importants? Dans le day-to-day, là, c'est mon expression française, comment ça se passe? Il n'y a pas, dans le domaine du livre, il n'y a pas vraiment beaucoup de... Il y a des négociations, mais c'est vraiment unique. C'est pas comme dans toutes les autres sphères de notre entrepôt, où là, Mais comment les ça conditions se passe? d'achat... Pour ça, spécifiquement pour le livre, comment ça se passe? Écoutez, ça fait 25 ans qu'on fait affaire avec les mêmes distributeurs, puis c'est toujours les mêmes rabais qui sont consentis depuis, en tout cas pour moi, c'est 25 ans. Alors, c'est les mêmes,
méthodologie, si on peut dire. Alors, il n'y a rien qui a changé vraiment dans ça, là. Donc, si je comprends bien, c'est que ce sont les éditeurs qui vous appellent, qui souhaitent avoir le nombre de livres que vous pensez pouvoir vendre. Tout à fait. Et ça, c'est une chose. Puis à côté, on a des distributeurs qui vous disent, voici aujourd'hui, comme d'habitude, je te consens un 30 %. Ça se produit parfois comme ça. Donc, dans la chaîne du livre, on a deux intervenants assez importants qui dressent la table, si je comprends bien, pour que le prix du livre chez vous soit aussi intéressant pour le consommateur. Est-ce que j'ai bien compris? Bien, c'est comme ça que ça se passe. Du côté anglophone, je fais affaire directement avec les éditeurs, directement. Je n'ai pas de distributeur à 95 %. Et je ne sais pas, j'ai une notion Oui, il vous quelques reste encore du secondes. temps, Madame Et la pour faire du pouce sur ce que disait ma collègue un peu plus tôt, notre porte-parole, j'ai bien compris, Madame Brien, c'est que les gens arrivent chez vous et ils ne pensaient pas acheter un livre, ils en achètent un. C'est une bonne nouvelle. D'acheter des livres au Québec, c'est une excellente nouvelle. Donc, le prix n'a rien à voir avec l'achat qu'ils font. Non, mais c'est... Comprenez, la ligne est mince entre les deux, là. Écoutez, je viens du commerce du détail et je peux vous assurer que lorsque j'ai vu les résultats de notre sondage avec Léger Marketing, que 75 % de nos membres nous ont répondu que le prix était le facteur déterminant. Alors, j'ai de la difficulté à vous dire aujourd'hui qu'augmenter les livres, ça serait la bonne solution. Moi, Ce que vous nous dites finalement, Mme Brien, c'est ils ont l'opportunité, excusez-moi, c'est un anglicisme, mais ils saisissent l'opportunité d'acheter le livre chez vous, en particulier parce qu'il est disponible et parce qu'il est moins cher. Oui, sans doute. Merci. C'est bon? Merci. Nous allons maintenant du côté du deuxième groupe de l'opposition. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole pour un temps de 3 minutes 15 secondes. Ah, je suis chanceuse. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Bonjour, Madame. Oui, c'est l'abondance. Bonjour, Je tenais à Madame le Brien. préciser. Merci pour votre mémoire. J'aimerais revenir à votre sondage, justement, à la page 6. Un sondage qui est intéressant parce qu'il a été fait auprès de 1362 répondants, ce qui est plus que certains sondages politiques par les temps courts. Cela dit, pour nous, la question est de savoir s'il y aura vraiment un déplacement de la clientèle de chez vous vers les petites librairies qu'on veut tenter de protéger ici. Et ce que je trouve intéressant, et j'ai des questions à vous poser sur votre sondage, vous dites que pour 75 % de vos membres, c'est le prix qui compte. Cependant, ces gens-là continueraient de se procurer des livres chez vous. Ma première question, c'est où iraient se procurer des livres pour les 25 autres %? Ils iraient où? Et vous dites que le second choix pour nos membres, ce serait les librairies en grande surface. Avez-vous une proportion? Dans quelle proportion les gens iraient dans les grandes surfaces? La plupart de nos répondants, en majorité, le dernier 25 %, c'est ce qu'ils ont signifié. C'était les grandes... les Archambault, Renaud-Bré de ce monde vers lequel ils se tourneraient. Ils aiment bien l'atmosphère je crois que c'est l'atmosphère de ces librairies-là qu'ils aiment. Mais il y en a toujours qui vont retourner aussi vers les plus petites librairies de quartier, c'est sûr. Je veux dire, mais c'était un sondage. On a essayé l'été, on a essayé quand même de garder les questions assez courtes, là, dans le sens où on ne s'est pas allongé pour... alors, ils ont juste signifié que 25 % ce qu'ils préféraient quand même aller vers l'extérieur, vers les librairies, mais ils ont spécifié que les bannières étaient intéressantes. Parce que si on fait le calcul, 75 % disent qu'ils continueraient à acheter des livres chez vous. Au même titre, à prix égal, vous êtes déjà en entrepôt. Pourquoi vous déplacer? Est-ce que vous allez faire un autre déplacement pour aller? Certaines personnes vont le faire, mais il y a certaines personnes qui ne le feront pas non plus. Est-ce qu'on a le chiffre de ce certaines personnes vont le faire? Parce que toute la question est de savoir s'il y a ce prix unique, les gens se déplaceront ailleurs pour aider les petites librairies. J'ai fourni notre rapport à la commission. Alors, j'ai pas le chiffre exact, mais c'est dans une proportion d'environ, je dirais,
une personne sur 5 prendrait le chemin d'une librairie à peu près. Je vous remercie beaucoup, Mme Briand. Merci. Merci. Madame la députée de Gouin, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonsoir, Madame Briand. Peut-être juste une couple de commentaires avant de poser ma question. Personne n'aime payer cher, quoi que ce soit, vieux principe. Cependant, il y a pas mal de monde au Québec quand même qui vont faire des choix parce qu'à un moment donné, les gens se mettent à accorder de la valeur à certains objets qui peuvent leur être chers ou même à, je sais pas moi, manger bio, ça coûte très cher. Puis il y a des gens qui vont se priver d'autres choses pour réussir à le faire. Autrement dit, tout est toujours trop cher, mais ça dépend de la valeur qu'on accorde à la chose ou au bien ou au service qu'on veut avoir. Donc, si le livre est un objet important, et moi je pense qu'il l'est pour beaucoup de gens, on va accepter de le payer ce que certains appellent son juste prix. Et je souligne justement dans votre mémoire que 75% de vos membres disent « on aime acheter un livre chez Costco parce qu'il est moins cher », mais en même temps, la même proportion, c'est vous qui l'écrivez, continuerait d'acheter le même livre chez Costco s'il y avait le prix réglementé. Moi, j'en comprends, selon vos propres dires, que les gens accordent donc tout de même des lecteurs ou lectrices occasionnels, une certaine valeur au livre. Deuxième commentaire que je vous soumets, c'est que plusieurs sont venus nous dire, peut-être qu'à court terme, les consommateurs, consommatrices, ils seraient contents, mais pour se rendre compte qu'à un moment donné, s'il y a plus de petits joueurs et il y a quelques gros joueurs seulement, mais ça va faire comme en Grande-Bretagne, les prix en général vont augmenter. Le prix du livre va augmenter et donc là, les consommatrices et consommateurs seront perdants. Troisième commentaire, il y a quand même des libraires qui nous ont dit qu'il y a des gens qui, à certains moments, rapportent le livre qu'ils leur ont acheté parce qu'ils se sont rendus compte qu'il est moins cher chez Costco donc, ou ailleurs, là, dans d'autres grandes surfaces. Donc, je pense qu'il n'y a pas 100% des gens qui sont seulement occasionnels et qui ne réfléchissent pas. Mais si j'écoute tout ce que mes collègues ont dit, j'écoute ce que vous avez dit, même à la limite, si cette réglementation du prix du livre, les 9 premiers mois, n'était pas une solution miracle, puisque ça ne vous enlève rien, Madame la députée, puisque ça ne prive les consommateurs en rien, pourquoi vous y Madame la opposez-vous? députée de Gouin, j'aurais dû vous dire le temps qui vous était alloué. Je suis désolée, en quelques secondes. Peut-être Madame Briand répondre. Le temps est écoulé. Merci. La seule chose que je veux... Le prix est important. Je vous garantis que ça va faire une... C'est pas vrai que les consommateurs vont pas trouver... Ils en achèteront moins. Ils vont trouver d'autres façons de les acheter. C'est sûr et certain. Merci beaucoup, Madame Briand. Nous allons suspendre quelques instants et nous recevons l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, la DISC.